Bien, donc merci Hassen, effectivement. Merci donc d'être venu. Merci également au Parti de gauche 42 de m'avoir invité pour justement exposer le projet du Parti de gauche sur l'éducation. Je me présente rapidement. Je suis président de la Commission nationale éducation du Parti de gauche. Alors, sur le livre que j'ai écrit avec François Coq, il est secrétaire national à l'éducation du Parti de gauche. J'ai la signature Agoreps Prométhée. Alors, Agoreps Prométhée, Association pour la gauche républicaine et sociale Prométhée. Alors, pourquoi la signature double? C'est parce que quand nous avons commencé à nous occuper des questions éducation au PG, pour avoir un meilleur accès dans les médias, pour faire des tribunes dans les médias, c'était mieux de montrer qu'on était représentatif de l'ensemble de la mouvance de gauche républicaine et sociale et que la signature Agoreps apportait un plus pour bien montrer qu'on était représentatif de quelque chose, d'un courant en tout cas de pensée pour l'école. L'Agoreps Prométhée, c'est une association qui a été fondée en 2002, justement, avec François Coq notamment. Donc, on était des membres fondateurs et en fait le projet de l'Agoreps c'était ce que le PG est devenu, c'est-à-dire la volonté de rassembler l'ensemble de cette gauche républicaine, sociale et écologiste qui pour nous est presque majoritaire dans le pays à condition qu'elle s'organise. Et c'est, je crois, le projet du Front de gauche pour cela. Alors sur le thème d'aujourd'hui, l'éducation, je vais donc partir de deux éléments. À la fois le livre que nous avons écrit, dont le titre est quand même évocateur, L'école du peuple pour l'égalité et l'émancipation. On va voir au cours de l'exposé qu'effectivement, cela ne va pas de soi forcément pour certains, y compris à gauche. Et la deuxième chose, qui est en fait complémentaire, c'est le travail depuis 4 ans que fournit la commission éducation du Parti de gauche, que donc François Coq, en tant que secrétaire, a mis en place et que je préside. Et je sais que certains des militants du PG 42 sont membres de cette commission et un travail fructueux a été fait, notamment par rapport aux tribunes que nous avons réalisées dans les médias. On en est à peu près à 35 tribunes, donc effectivement on a essayé justement de faire du Parti de gauche un acteur politique incontournable dans les débats éducation. Et c'est pas évident, parce qu'au départ, le Parti de gauche n'a pas spontanément accès aux médias comme ça. C'est quand même symbolique. Simplement, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. On a eu facilement accès dans des médias comme Politis, l'Humanité, Marianne, etc. Les deux derniers que l'on a conquis, entre guillemets, c'est bien sûr Libé et Le Monde. Ça montre bien aussi que le Parti de gauche doit lutter contre justement un petit carcan médiatique qui essaie de l'étouffer, et seule la personnalité de Mélenchon permet justement d'aller au-delà. Mais localement, c'est pas évident. Donc sur ces questions d'éducation, mon intervention, je vais essayer de la structurer autour de 3 thématiques. Ensuite, pour pouvoir débattre avec l'assistance, c'est ce qui est très important pour nous. Les 3 thématiques, en fait, c'est très simple. La première, je vais essayer de démontrer que les questions d'éducation sont fondamentalement idéologiques, contrairement à ce que veulent dire les libéraux. La deuxième partie, je vais essayer de démontrer que les bases sur lesquelles le Parti socialiste entend fonder sa loi d'orientation pour l'éducation, c'est à la fois des renoncements et des aveuglements. Et la troisième partie, c'est sur les propositions que nous faisons avec une méthode justement pour cela. Sur la méthode, justement, ce genre de réunion que nous avons mise en place depuis septembre s'inscrivent aussi dans la volonté, au Front de gauche au niveau national, d'essayer de faire des cahiers législatifs. C'est-à-dire que face à la loi d'orientation que le Parti socialiste veut mettre en place, et qui en fait n'a pas été dialogué, n'a pas été débattu avec à la fois les parents d'élèves, à la fois les partenaires syndicaux, puisque vraiment les débats qu'il y a eu, c'était des débats où il fallait être invité et monter patte blanche. Donc le Front de gauche a dit, la méthode, c'est d'aller dans les assemblées citoyennes, de débattre et d'échanger et de voir ce qui va remonter, quelles sont les propositions qui sont faites. Car bien sûr, le livre que nous avons écrit, il n'est pas fini. Il n'est pas la proposition définitive que le Front de gauche et que le Parti de gauche porte donc au débat. Là aussi, ça doit être enrichi, comme évidemment le petit bouquin d'Humain d'abord demandait à être enrichi. Donc voilà un peu sur la méthode que nous avons initiée
Et c'est vrai que depuis septembre-octobre, il y a pas mal de réunions qui se font, alors, avec des formats divers. Parfois c'est des réunions de présentation de mon livre, parfois des co-animations avec les autres partenaires du Front de gauche. Donc les formats sont divers. Donc très rapidement sur l'école, la première chose, c'est qu'il y a une contradiction. C'est que l'école, c'est une question essentielle pour mettre en avant le programme du parti de gauche, c'est-à-dire l'humain d'abord. Mais d'un autre côté, c'est fondamentalement idéologique. Alors, ça peut hérisser certains en disant, mais l'école, ça pourrait être quelque chose de bon sens. Effectivement, je m'inscris en faux par rapport à ça. Effectivement, les libéraux voudraient nous faire croire qu'on pourrait gérer l'école en bon père de famille. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de droite ou de gauche, que c'est du bon sens. Et que donc on évacue la dimension idéologique. Or, et je vais le démontrer, toutes les contre-réformes que la droite a mises en place depuis 10 ans ont une dimension idéologique cachée. Toujours. Et là, c'est aussi la volonté de montrer que l'école, c'est une question politique qui met en jeu un projet de société. Un exemple très précis. J'ai fait plusieurs réunions devant des parents d'élèves, devant la FCPE, et c'est vrai qu'au départ, de manière un peu provocatrice, je dis c'est une question idéologique. Alors, vous savez que parfois les parents d'élèves ont une réticence à dire qu'ils s'inscrivent dans le champ idéologique. Mais je leur explique une chose. Chaque fois que vous êtes dans des réunions où on parle école, des réunions institutionnelles, dès que vous vous élevez à l'intérêt général, dès que vous faites un peu de politique au sens premier du terme, les affaires de la cité, qu'est-ce qu'on vous dit? Stop, c'est de l'idéologie, c'est de la politique. Vous n'êtes pas là pour ça. Comme si les parents, leur rôle, c'était de passer leur temps à contester ce que font les professeurs, à organiser des kermesses, mais dès qu'on débat sur le fond, on leur dit, c'est pas pour vous. Alors que pourtant, je leur disais, c'est là où ça commence à être intéressant. C'est là, quand on s'élève à l'intérêt général, c'est-à-dire à ce qui est bon pour tous, et pas uniquement de manière consumériste à défendre des intérêts particuliers, qu'on vous dit, oh non, monsieur, madame, lors des conseils d'école ou des conseils d'administration en lycée ou en collège. Mais non, c'est idéologique, monsieur, un tel, madame, un tel. Alors que c'est là où c'est intéressant. Et c'est pour ça que nous voulons donner à nouveau cette dimension idéologique à l'école. Et pour démontrer ça, quelques exemples très précis. Dans les travaux que nous avons faits, et j'en parle pas mal dans mon livre, on dénonce le processus de marchandisation. Alors, le problème, c'est que parfois, pour l'opinion publique, c'est dur de faire comprendre qu'il y a marchandisation. Parce que là, souvent, la première réaction, c'est de dire, l'école, elle est obligatoire, gratuite, qu'est-ce que ça veut dire marchandiser? Eh bien, c'est très facile. Je vais prendre quelques exemples précis, concrets, qui vont bien mettre en évidence la marchandisation qui se fait par tous les bouts. Premier exemple. Je vais prendre la formation des enseignants qui a été quasiment supprimée. Avant, il y avait, après la réussite au concours, une année où le nouveau professeur faisait 6 ou 8 heures de cours et le reste de la semaine, il était en formation. Le gouvernement de droite, c'était Darcos à l'époque, a fait ce qu'on appelle la réforme de la masterisation. C'est-à-dire que désormais, les profs sont devant les élèves à temps complet. Et quasiment plus de formation. Comme si le métier de prof ne s'apprenait pas. Et donc, première conséquence, ça a permis d'économiser 12 000 postes, équivalent temps plein. Parce qu'en fait, en passant de 6 ou 8 à 18 heures, c'est 2 tiers de poste. Et avec le nombre de professeurs qu'il y a, alors, il y a un calcul qui est assez savoureux, c'est le terme d'équivalent temps plein. Parce qu'en fait, ça permet de supprimer des postes. Imaginez un professeur d'une matière comme maths, où il y a 4 ou 5 heures par classe. C'est très facile de dire, un prof va faire 18 heures au lieu d'être stagiaire, et ensuite ça fait quasiment un poste qui est supprimé, puisque les quelques heures seront en heure sup. Donc, suppression de poste, économie drastique. Mais pire que ça, c'est qu'au mois d'août 2010, avant la première rentrée, donc post-réforme masterisation, tout d'un coup, on voit dans les médias qu'il y a des prestataires de services privés qui proposent aux néo-enseignants des stages de prise en main d'une classe pour une semaine entre 600 et 800 euros par mois. Pour la semaine. Exemple précis, il y avait une formation gratuite dans le cadre du service public avec les UFR. Désormais, une partie sera marchandisée.
et des prestataires privés s'engouffrent. Deuxième exemple, les jardins d'éveil. Les jardins d'éveil, de 2 à 3 ans, la scolarité des enfants a chuté de manière drastique. De 25 en 15 ans, c'est passé à quasiment de 30% à moins de 10%. En Seine-Saint-Denis, c'est plus que 2%. Et donc, la ministre Morano dit eh bien, on va mettre sur des locaux publics des jardins d'éveil pour les 2-3 ans. Et dans la circulaire, Morano rajoute une phrase qui est toujours comme ça, une participation modique sera demandée aux familles. On commence par du modique, mais en fait c'est la porte d'entrée vers la marchandisation pour désormais dire que ce sera uniquement le secteur privé qui va s'engager dans ça. Troisième exemple que je prends, les RASET. Vous vous rappelez, on avait supprimé les réseaux d'aide et de soutien aux élèves en difficulté, qui justement étaient efficaces. 15 000 postes, on en a supprimé la moitié. On voulait les supprimer tous. Et donc, à Bordeaux, après la suppression de ces RASET, une plateforme qui s'appelle IRLES, Institut Régional de Lutte contre l'échec scolaire, propose, en concertation et en collaboration avec l'Éducation nationale, de médicaliser la difficulté et l'échec scolaire. C'est-à-dire qu'on va orienter les familles qui n'auront plus le soutien avec des profs, des enseignants, des instituts, de les orienter vers des personnels de santé. Consultation, bien sûr, payante. Donc, vous voyez, quelque chose qui était pris en charge par l'institution, désormais, mais il faut que les familles trouvent des solutions pour aller ailleurs. C'est-à-dire à des problèmes collectifs, chacun est invité à trouver des solutions individuelles, bien sûr payantes. Alors, si c'est un peu remboursé par la Sécu, très bien, sauf que ça va creuser le trou de la Sécu. Donc, en fait, on voit qu'on démantèle tout le bien public et que ce sont des petites entrées qui font cela. Alors, là où on a le plus de difficultés parfois à montrer ce qu'est la marchandisation, c'est au cœur de la scolarité obligatoire. Parce qu'on nous dit, mais c'est public, c'est gratuit, comment peut-on faire pour marchandiser? Très simple. Les libéraux considèrent que l'école, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'ils prennent pour mesure que le rôle de l'école publique, c'est de donner un strict minimum, qu'on appelle socle commun des compétences. C'est le socle commun qui a été mis en place par Fillon quand il était ministre de l'Éducation nationale en 2005, au moment de sa loi d'orientation. Donc ça, c'est le strict minimum. Et on considère, les libéraux, que si on acquiert des connaissances au-delà de ce socle, c'est qu'à long terme, ça va permettre ensuite à la famille d'avoir un emploi plus élevé qui fasse gagner plus d'argent. Donc, la conséquence, c'est que tout ce qui est au-delà du socle commun doit être marchandisé et doit relever de l'investissement de la famille. C'est ce qui se passe. Beaucoup de familles disent ah ben, désormais le niveau a bien baissé, le socle commun est très minimaliste, et donc on va faire des cours privés. Et les cours privés sont exonérés d'impôts. Donc en fait, les prestataires privés de cours s'enrichissent grâce aux déductions fiscales. Conséquence, Academia est rentré en bourse il y a 2 ans. Donc on marchandise. Donc vous voyez, ce sont des choses très précises. Et bien sûr, on le voit aussi au niveau d'une autre réforme qui a été faite par la droite, c'est le bac pro 3 ans. Avant, après la troisième, pour les élèves qui parfois étaient un peu en difficulté, il y avait la possibilité d'aller dans la voie professionnelle, de se remettre à flot en obtenant un diplôme qui s'appelait le BEP, au bout de 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, on faisait 2 ans de plus pour avoir le bac pro si on s'était remis à flot. Très bien. Le gouvernement Darcos a dit on va faire bac pro 3 ans. Il n'y aura plus de BEP. Alors, l'idée, c'est pour revaloriser la voie professionnelle, pour lui donner une égale dignité avec les autres voies, qui sont en 3 ans pour avoir le bac. C'est toujours pareil. 4 ans au lieu de 3 ans, plutôt 3 ans au lieu de 4 ans, c'est 25% des cours à moins, donc on peut supprimer des postes avec. Déjà, suppression de postes, économie budgétaire. Mais, c'est un double cadeau au patronat. Parce qu'en fait, une partie des élèves en 3e qui sont parfois fragiles se disent 3 ans c'est dur, c'est aléatoire. Donc est-ce que j'ai la solidité pour le faire? On les renvoie vers l'apprentissage des CFA privés. Parce que moi j'ai rien contre l'apprentissage sous statut scolaire.
Mais quand c'est renvoyé dans le privé, ça pose problème. Parce qu'il faut savoir que 25 à 30% des contrats d'apprentissage sont rompus au bout de 6 mois. Et quand il n'y a plus de contrat d'apprentissage dans le cadre d'un apprentissage privé, l'élève en question, il est dans la nature. Il fait grimper la catégorie de l'éducation nationale qui s'appelle les perdus de vue. Donc il est hors du système scolaire. Donc première chose, c'est un gain pour le privé. Deuxième chose, même dans le droit du travail, c'est intéressant. Darcos, pour essayer de compenser le fait qu'au bout de 3 ans, c'était parfois un horizon un peu difficile pour les élèves, dit à la place du diplôme BEP, on va mettre une certification de scolarité au bout de 2 ans, qui sera quasiment le BEP. Sauf que la certification, dans le droit du travail, n'est pas reconnue par les conventions collectives. Et que donc, ces gens-là seront précarisés davantage. Ne pourront pas postuler, exiger, lors de l'embauche, à un coefficient sur la grille de convention collective qui donne un salaire garanti. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'idéologique. Ce côté marchandisation est omniprésent parce qu'en fait, il y a 2 secteurs aujourd'hui qui sont attaqués, c'est la santé et l'éducation. On veut en faire des moyens de faire des gains privés. Effectivement, c'est le cas. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est par rapport justement à ce qu'on appelle la transformation de l'école en entreprise. Il y a eu une arme par rapport à cela, c'est l'autonomie. On a voulu dire que l'autonomie, c'était plus de proximité pour les établissements, alors que c'est tout le contraire. Parce qu'il faut bien se dire que l'école de la République s'est construite au XIXe siècle, au XXe siècle, en se mettant hors de portée des féodalismes locaux, des clientélismes et des consumérismes, parce qu'il y avait un intérêt général. Et donc, on a fait un cadre national. Aujourd'hui, on casse tous les cadres nationaux, les statuts des personnels. Là aussi, c'est très important. Ce n'est pas du corporatisme syndical, ça. Il faut bien dire, bien savoir que le Code du travail ne s'applique pas dans la fonction publique. Ce qui tient lieu de Code du travail, ce sont les statuts particuliers. Et que donc, si on casse les statuts, eh bien, le professeur ne pourra qu'obéir à qui? À un chef d'entreprise transformé en un manager, qui pourra lui imposer autre chose que ce pourquoi il est professeur. Alors, un exemple très simple sur Bordeaux, et vous allez voir à quoi conduit l'autonomie de plus en plus poussée. Un proviseur d'un lycée de Bordeaux, pour casser son prof, a mis l'appréciation suivante dans la notation administrative. N'est capable de bien réussir que dans sa classe. Pour moi, c'est plus important. Si on réussit devant les élèves, c'est le mieux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prof en question, en disant « j'ai un statut qui me dit que mes missions sont pédagogiques, je refuse de faire ces journées banalisées ou le VRP de service pour les journées portes ouvertes, les réunions entre midi et 2 qui ne sont pas statutaires, qui ne servent à rien, je ne les fais pas. Je ne suis pas obligé de participer à la rédaction du projet d'établissement qui est un verbiage pompeux. » Et donc, il disait, ben, je fais mon métier de professeur pédagogue. Pour le chef d'établissement, ce n'était pas bon. Et donc l'appréciation était quand même cinglante. C'était pour casser cela. Il y a eu aussi une volonté par rapport à la casse des statuts, justement de précariser certains professeurs pour les mettre en concurrence avec les statutaires. Ça a été ce qui a été fait avec ce qu'on appelle les vacataires. Les vacataires, j'explique rapidement, ça a été mis en place en masse dans les années 2004, 2007, 2008. Et effectivement, les vacataires, c'est des personnels qui n'ont pas passé le concours, que l'on recrute sur entretien, en fait, et qui doivent faire 200 heures dans l'année. 200 heures, c'est l'équivalent d'un trimestre. Au bout des 200 heures, il part. Il peut tout faire sauf prof. Il peut faire maçon. D'ailleurs, ça a été le cas d'un prof dans mon collège qui avait, pour le coup, très bien réussi devant une classe de 3e assez difficile. Au bout de 200 heures, ben, on lui a dit, c'est fini. Après, j'ai eu des contacts avec lui. Il me disait, ben, je cherche un travail, donc maçon, j'ai des contacts. Mais c'est horrible. Et autre exemple que je prends souvent à Bordeaux aussi, dans un lycée bordelais, une collègue vacataire d'espagnol avait la même classe le vendredi de 3 à 5. De 3 à 4, c'est sa 200e heure. De 4 à 5, c'est la 201e heure. Qu'est-ce qu'on nous dit?
madame, vous ne prenez pas vos élèves de 4 à 5, c'est fini. Parce que si elle passait la barre des 200 heures, elle pouvait avoir droit ensuite à indemnisation chômage, droits sociaux, ce qu'à 200 heures ou moins, on ne pouvait pas obtenir. Donc vous voyez le côté ridicule. Dès le début de l'année, des élèves savaient qu'ils auraient 4 profs différents. En début d'année, un prof malade ou qui part en congé maternité prolongé serait remplacé par 3 vacataires au cours de l'année, un par trimestre. Donc vous voyez comment l'élève est traité dans tout ça. Donc là aussi, la dimension idéologique est très forte. On veut transformer l'école en marchandise, en marché, où la concurrence serait reine, et en entreprise, où justement le chef d'établissement serait un chef d'entreprise. C'est ce qu'on appelle la tendance à la managérialisation qui fait que, effectivement, on sort l'école de ses missions premières. Une chose aussi sur laquelle je veux insister pour démontrer cette dimension idéologique, c'est la laïcité. Mais je ne vais pas la prendre sous l'angle de la religion. Parce que la laïcité, ce n'est pas uniquement le rapport à la religion, c'est par rapport à la neutralité des idéologies. Je suis prof d'histoire, ça tombe bien. Je vais prendre quelques exemples très précis. Dans les programmes de première, en 2004, on nous disait étudier l'industrialisation de l'Europe sur la longue durée, milieu du XVIIIe siècle, milieu du XXe siècle, autour de la notion de croissance. C'est-à-dire que les économies européennes sont orientées pour 2 siècles vers la croissance. Et on nous disait, vous étudierez la crise de 29 comme un accident de la conjoncture qui ne remet pas en cause la croissance sur le long terme. 15 ans auparavant, plus de mur de Berlin. Certains théorisent la fin de l'histoire et le triomphe universel du capitalisme. Ça veut dire quoi? Message subliminal, le capitalisme est porteur de croissance, de mieux-être. Donc les crises, ce sont simplement des accidents. Bon, 2008 est passé par là, une nouvelle crise qui fait que peut-être c'est plus dur d'enseigner ça comme ça, désormais. Alors que, de notre temps, quand on faisait cela, eh bien, la crise de 29, c'était la rupture. Avant, après. Là, désormais, accident de la conjoncture, qui ne remet pas en cause la croissance sur le long terme du système économique. Autre exemple. En 3e, on nous dit, vous étudierez les révolutions russes dans le bilan de la guerre. Puis, chapitre d'après, les totalitarismes staliniens. On commence par Staline. Donc l'ANEF, ça n'a jamais existé. Lénine, on ne le connaît presque pas. Message subliminal, une révolution aboutit à un totalitarisme. Donc méfiez-vous. Et donc c'est une nuance qui n'est pas faite. Le même thème que j'ai utilisé pour les premières, en 4e, c'est à peu près la même chose. On nous disait en 4e, la révolution industrielle, ne voyez plus ce mot, il est trop connoté, parlez plutôt d'âge industriel. Voilà. Le mot révolution, trop connoté. Donc moi, comme je suis obéissant, j'obéis. Donc un grand chapitre, l'âge industriel. Grand 1, 2 révolutions industrielles. Et puis grand 3 ou grand 4, la lutte des classes, parce que ça existe aussi. Alors bien sûr, la lutte des classes, on nous dit, mais non, en fait, c'est plus aussi binaire que ça, il y a des classes moyennes qui font qu'il y a interaction entre les différentes classes sociales, c'est plus aussi conflictuel qu'on a cru du temps de l'historiographie marxiste triomphante. Ben non, ça existe encore. Donc vous voyez, c'est pas anodin. Effectivement, même les petites réformes, entre guillemets, sont parfois l'objet de casser la vision nationale de l'école. La question des rythmes scolaires. On nous dit, on pourrait peut-être rallonger les vacances d'été, mais en les zonant. C'est intéressant ça. Ça veut dire que si on zone les vacances d'été, c'est très dur de faire des examens nationaux. Parce qu'une zone aura 2 ou 3 semaines d'avance sur la dernière. Donc on va régionaliser, renforcer l'autonomie des établissements, les diplômes locaux, et ça revient justement à l'acte 3 de la décentralisation que la droite avait commencé à initier et que, a priori, le PS va continuer. Donc vous voyez, on peut aussi se servir de choses apparemment anodines pour casser les statuts des personnels, pour casser le cadre national de l'éducation nationale.
Donc ça, c'est la dimension idéologique. Et effectivement, j'ai fait la transition avec cela. Nous sommes très inquiets, justement, par rapport à ce que projette de faire le gouvernement PS. Il y a à la fois des renoncements et des aveuglements idéologiques. Le premier, c'est l'autonomie. Payon et Hollande avaient dit au cours de la campagne, oui, l'autonomie, c'est une belle idée, dénaturée par la droite, donc nous allons en faire une de gauche. Et ça, c'est intéressant parce que 2 ans auparavant, j'avais fait un débat à Paris à l'invitation du syndicat des profs de sport de la FSU, c'était les Epsiliades, et il y avait Bruno Julliard qui était avec moi. Bruno Julliard qui s'occupait du secteur éducation au PS. Et donc, j'avais attaqué fort en disant l'autonomie, c'est l'école à 2 vitesses, c'est la casse des statuts, c'est contre l'égalité, etc. Et juste avant, le PS avait sorti son pré-rapport, son pré-projet pour l'éducation, où l'autonomie avait droit de citer. Alors, Julien était très embêté, il dit comme ça, alors, quand le PS est embêté, il dit 2 choses. C'est plus compliqué que ça, vous n'y comprenez rien. Deuxième chose, vous savez, quand on a les mains dans le cambouis, c'est différent. Donc, Julien dit, mais c'est plus compliqué que ça, on est pour l'autonomie des profs, mais pas pour celle des chefs d'établissement. Là, sur le coup, je dis, mais l'autonomie des profs, ça a un nom, ça s'appelle liberté pédagogique. Et s'il n'y a plus d'autonomie, s'il n'y a plus justement cette liberté pédagogique, ce sera dû à l'autonomie. Parce que le jour où les profs auront pour patron un conseil d'administration ou un chef d'établissement, ils seront plus libres. Parce qu'on dira qu'il faut adapter les programmes. Ici, il faut faire moins dur. Ici, il y a des thèmes qui ne passent pas. Donc ne parlez plus du conflit israélo-palestinien, ni en 3e, ni en 1er, parce que là, sinon, ça va faire des éclats. On peut adapter les programmes. Et donc c'est ça qui pose problème. La liberté pédagogique, elle sera limitée, contredite par l'autonomie. Et souvent, l'argument, c'est de dire il faut faire plus en proximité par l'autonomie. C'est tout le contraire. Il n'y a plus de liberté pédagogique. Elle saute. Et c'est pour ça que moi, je suis très fier. Et quand un collègue dit, en parlant de son proviseur ou de son principal, le patron, non, c'est pas mon patron. Mon patron, c'est l'État. C'est l'intérêt général. Alors bien sûr, si l'État est dirigé par Sarkozy, c'est pas pareil, mais c'est quand même l'État. Moi, mon patron, c'est l'État. L'intérêt général, ça doit normalement rester longtemps. Sarkozy, il passe. J'espère qu'il ne reviendra pas. 2017, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est intéressant ça. L'autonomie, c'est le premier aveuglement que le PS se refuse à avouer. Deuxième aveuglement, le socle commun de compétences. Hollande a dit on va réorganiser cela avec le socle commun de compétences. C'est minimaliste, utilitariste. Et effectivement, ça ouvre la voie à l'école à 2 vitesses, parce que pour certains, ça serait le strict minimum, et pour d'autres, on va faire des choses plus compliquées. Donc inégalité au sein de l'institution, et inégalité aussi parce qu'une partie des connaissances seront acquises par des cours privés. J'en ai parlé tout à l'heure avec la marchandisation. Donc, effectivement, c'est un aveuglement, là aussi, tragique. L'école de l'émancipation et de l'égalité, c'est pas avec le socle commun. Et par rapport à ça, j'en parle très souvent, mais il y a eu une méprise tragique dans les années 90. Quand 2 personnes ont fait la pluie et le beau temps pour l'école, c'est Dubé et Mérieux, qui parlaient de socle commun déjà. Mais il faut bien savoir que la première fois où ça a été utilisé, c'est dans le rapport Fauroux, qui parlait de kit de survie. Et là, c'est symbolique. Kit de survie, ça veut dire le strict minimum pour être employable. Et le socle commun, c'est favoriser l'employabilité. Parce que là aussi, des compétences, c'est limité. Ça donne droit à des certifications qui ne sont pas reconnues dans les conventions collectives. Alors que les connaissances, ça donne les clés de l'émancipation pour ensuite pouvoir évoluer au cours de sa vie professionnelle. Autre chose par rapport à ça, dans les années 90, il y a eu un exemple qui a justement montré qu'on était en train d'aller vers ça. Parce que certains nous disaient, mais le socle commun qui est minimaliste, c'est pas vrai, puisqu'il faut que les emplois soient plus qualifiés aujourd'hui. Ça, c'était vrai il y a 30 ans.
il y a eu une élévation très forte de à peu près tous les emplois. Mais à partir des années 90, il y a eu ce qu'on appelle dualisation du marché du travail, avec une partie des emplois très qualifiés, une partie faiblement qualifiée. Aux États-Unis, dans les années 90, le secteur qui a créé le plus d'emplois, c'est la maintenance et la réparation des distributeurs automatiques. Pour ça, une formation de 2-3 jours, ça suffit. On acquiert la compétence et c'est fait. Mais ça ne donne pas un diplôme qui ensuite peut permettre d'évoluer ensuite. Vous voyez, il y a aussi cette arrière-pensée par rapport au code du travail qui me semble extrêmement importante. Troisième aveuglement que je mets en avant, c'est le concept d'égalité des chances. Semblant ou croyant être progressiste, Hollande a dit on va faire de l'égalité des chances le leitmotiv de l'éducation nationale aujourd'hui. L'égalité des chances, ce n'est pas l'égalité. C'est un concept libéral qui dit que, en fait, on pourrait mettre sur la ligne de départ tout le monde à égalité, et après c'est la compétition. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Ceux qui ont gagné, très bien, ils sont méritants. Ceux qui ont perdu, c'est leur faute. Ils sont responsables, et on fait culpabiliser les élèves, les parents, les professeurs. Et en fait, l'égalité des chances, c'est se donner bonne conscience en disant que certains ont réussi pour s'exonérer d'abandonner ceux qui n'ont pas réussi. Ils ont eu leur chance. Ils l'ont raté. Tant pis pour eux. Donc ça, c'est quelque chose qui est faussement progressiste. Et cette égalité des chances, j'avais fait une tribune au moment de la campagne justement qui était parue dans l'Humanité, où j'expliquais ça. Et on le reprend dans le livre. L'égalité des chances, c'est libéral. Et c'est, à mon sens, quelque chose qui transcrit un renoncement. C'est-à-dire, on renonce à ce que l'école soit une ambition collective, à un problème collectif, que chacun trouve des solutions individuelles. Et après, on culpabilise. C'est le triptyque qu'en fait que la droite a su mettre en place. On individualise, on casse les cadres nationaux, on fait du sur-mesure, alors qu'en classe, c'est quasiment impossible, on n'a pas les moyens. On responsabilise. Alors bien sûr, il faut qu'on signe des contrats. Et troisièmement, on culpabilise. Vous n'avez pas réussi, vous n'aurez plus ça. Là aussi, par rapport à l'autonomie, je reviens sur ça, il y a eu la volonté de contractualiser les moyens. Je ne sais pas si certains sont profs, mais il y a quelques années, on disait que ça serait bien de contractualiser les moyens avec une volonté de faire en sorte qu'un établissement atteigne des objectifs. Ça veut dire quoi ça? Ceux qui vont atteindre les objectifs facilement, ce sont les bons établissements, ils auront plus d'argent. Par contre, les établissements qui sont défavorisés, ça sera dur. Et donc, ils auront moins de moyens. Et donc, on va créer l'école à deux vitesses encore plus. La contractualisation, c'est vraiment le cheval de Troie de la vision libérale. À un moment donné, c'est plus possible ça. Autre élément de renoncement et d'aveuglement, c'est la décentralisation. C'est la volonté aujourd'hui du gouvernement de dire, de gauche, de dire on va faire de l'acte 3 de la décentralisation la grande affaire du quinquennat. Alors justement, par rapport à ça, décentraliser, c'est favoriser l'autonomie, la marchandisation. Et là aussi, il y a une tribune que j'ai faite qui est parue dans l'UMA il y a 2-3 semaines, dont le titre initial était « La décentralisation contrevient à l'école de l'égalité et de l'émancipation ». Parce qu'en fait, la décentralisation, c'est rester dans son territoire, s'enfermer dans un déterminisme social. Et il y a un mot que j'utilise très souvent, mais qui est tragique, c'est le mot adéquationnisme. La droite avait dit il faudrait que l'école soit plus en adéquation avec le bassin d'emploi local. Fausse bonne idée là aussi. Parce qu'en fait, l'école, ça doit donner quoi? Uniquement la possibilité à quelqu'un de trouver un emploi localement, ou alors des choix multiples après. C'est ça l'émancipation. Donc l'adéquationnisme, c'est en fait accepter que ce soit l'entreprise, le marché du travail, les milieux économiques qui fixent la carte de la formation professionnelle.
Et c'est ce vers quoi on va, avec notamment l'ARF, qui justement veut faire cela. Et moi, je suis très bien placé pour ça. C'est que j'étais à Bordeaux, je suis à Perpignan. Les deux présidents de conseils régionaux, ce sont les plus féroces partisans de la décentralisation. Alain Rousset, à Bordeaux, qui est président de l'ARF, qui ne jure que par ça, il ne dit pas 3 phrases sans utiliser le mot jacobin. Pour le critiquer, hein, je vous rassure, la France jacobine, la France centralisée, et Bourquin, le remplaçant de Frêche, qui a dit, mais c'est terrible, ne parle que de ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne va pas à l'encontre. Autre renoncement, qui n'aurait pas coûté très cher, tous les profs désobéisseurs, qui ont lutté contre les contre-réformes de la droite, et qui ont été sanctionnés, on aurait pu les amnistier. La même chose pour les syndicalistes de l'éducation ou d'ailleurs. Ça n'aurait pas coûté cher. Autre renoncement à la loi Carle. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'ailleurs, c'est intéressant ça. La loi Carle, c'est d'abord un article de l'acte 2 de la décentralisation de Raffarin en 2004, qui avait été retoqué puis modifié par un sénateur de droite, Carle, qui imposait aux communes, et qui impose toujours ailleurs, qui impose aux communes de financer les frais de scolarité d'un élève de la commune inscrit dans une école publique d'une autre commune, alors que pour le public, la commune n'est pas tenue à financer pour l'élève qui va ailleurs que la commune d'origine. Vous voyez, pour le coup, c'est concurrence plus que déloyale. Eh bien, pendant la campagne, Peillon a dit, oui, la loi Carle, on est contre, elle est injuste, mais la supprimer créerait trop de désagréments, donc on va s'en accommoder, pour ne pas rallumer la guerre scolaire, etc. Donc là aussi, c'est un renoncement. Renoncement à changer l'école. Et justement, je vais terminer sur la troisième partie, sur quelques réformes. D'abord, sur la méthode. Il faut avoir une vision systémique et il faut savoir dans quel sens va l'interaction société-école. L'erreur qui a été très souvent commise, c'est de dire que l'école peut changer la société. Et que c'est l'école qui va être à la base du projet de société. C'est le contraire, à mon sens. C'est-à-dire qu'on doit définir un projet pour la société et que l'école doit tenir son rôle pour traduire en acte ce projet de société radical de révolution citoyenne. Alors, ça peut être compliqué ça, parce que ça peut être quelque chose où vous me direz, mais c'est du renoncement, à croire que l'école peut avoir ce rôle-là. L'école peut beaucoup, mais pas tout. C'est-à-dire que, je prends un exemple très précis. Quand on dit on va revaloriser la voie professionnelle, super. Mais si la plupart des emplois de la voie professionnelle sont toujours précaires, s'ils sont toujours mal payés, s'il n'y a pas de revalorisation des salaires dans cette voie, tout ce qu'on pourra faire à l'école sera voué à l'échec. Donc ça veut dire qu'il faut aussi une impulsion du projet de société. L'école ne peut pas tout. L'école ne crée pas d'emplois. Moi j'avais été choqué, scandalisé, en 2005 au moment des émeutes de banlieue. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Beaucoup avaient dit, eh ben c'est le signe de l'échec de l'école s'il y a les émeutes de banlieue puisque les gens sont au chômage. Ben non, l'école ne crée pas d'emplois, elle forme des emplois. Mais elle ne crée pas d'emplois. À l'époque, on disait qu'il fallait commencer ce qui allait être plus tard la RGPP. On disait que l'emploi public avait mauvaise presse. On supprime des emplois et on se plaint après. Donc l'école ne peut pas tout, elle peut beaucoup, mais pas tout. Elle doit être en appoint d'un projet de société qui est défini d'abord. Parce qu'en fait, dire le contraire, c'est renoncer au niveau politique à transformer la société. Le politique renonce en disant, nous ne peut rien, on fera avec ce que l'école pourra faire, avec, ici ou là, des moyens qui ne sont pas ceux du projet politique global. Deuxième chose, au niveau de la méthode, une vision systémique. C'est-à-dire qu'il faut que plusieurs mesures soient complémentaires. Et c'est pour ça qu'il y a une chose que je trouve horripilante, c'est lors des émissions télé, quand on invite quelqu'un pour parler éducation. La dernière question que l'on pose, c'est souvent, monsieur, si vous étiez ministre, s'il y avait une mesure que vous prendriez, ça serait laquelle? Dès votre arrivée au pouvoir. Mais il ne faut pas répondre à cette question. Parce qu'une mesure, si on la déconnecte d'un projet de société et d'autres mesures complémentaires, elle peut aller à l'inverse des effets souhaités.
Alors souvent, la réponse est oui, je ferai en sorte que tous les élèves qui rentrent en 6e sachent lire et écrire. Super. Sauf que ce n'est pas une mesure. Ça serait plus intéressant de dire comment on s'y prend. Encore que ça pourrait être que de la technique. Ce qui serait plus intéressant, ça c'est politique. Ceux qui n'y arrivent pas, on en fait quoi? Ils ont perdu le droit à l'école obligatoire. Ils ont eu l'égalité des chances au départ. Ils ont raté. Ça serait intéressant. Parce que c'est très bien, de manière démagogique, de dire oui, je ne veux pas que des élèves entrent en 6e avec des lacunes, etc. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que plusieurs des mesures que nous proposons dans le livre, elles doivent être articulées. Je prends quelques exemples précis pour justement alimenter le débat ensuite. Première mesure, on dit la scolarité à 3 ans, obligatoire, de 3 à 18 ans, à 3 ans. Très bien. Mais si on ne double pas ça d'une autre mesure, qui s'appelle fonds public à école publique, on fait une niche pour le privé. Pourquoi? Parce que dans les petits âges, les familles se sont inquiètes d'avoir leur enfant qui va dans des structures un peu trop grandes, donc elles veulent ces familles-là, avoir des structures plus à taille humaine, que le privé donne peut-être plus facilement parce qu'il y a moins d'effectifs. Donc si on fait ça, de 3 à 18 ans sans fonds public école publique, c'est un cadeau pour le privé. Et ce n'est pas pourtant notre projet. Alors là aussi, là, il y a un débat sur fonds public école publique. Moi, je suis tout à fait favorable à ça. Parce que l'argent de tous doit financer l'école de tous, et pas celle du choix de quelques-uns. Et là, il y a un argument que même au sein de la gauche, parfois, on dit ce que je réprouve, c'est de dire, oui, mais c'est pas une bonne mesure parce qu'on prend mal le problème. Certains disent, si l'école publique était de meilleure qualité, la question ne se poserait pas, tous iraient dans l'école publique et plus dans l'école privée. Je m'oppose totalement à ça. Malgré les contre-réformes qui ont cassé l'école publique, aujourd'hui, l'école publique est encore de meilleure qualité que le public, à moyenne. Un exemple très précis qui le démontre. Au niveau du collège, les flux vont majoritairement du public vers le privé. Par contre, au niveau du lycée, ça s'inverse. Beaucoup reviennent dans le public. Pourquoi? Parce que, au niveau du collège, il y a ce qu'on appelle le contrôle continu. Pour avoir le brevet, 2/3 de la note, c'est du contrôle continu. Et donc, les établissements privés ont tendance à gonfler leur notation pour en faire un argument commercial, d'attractivité, en disant « Voyez, votre argent il est bien utilisé, vos enfants ont des bonnes notes. » Et par contre, au niveau du bac, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de contrôle continu, sauf en sport. Et donc, les meilleurs lycées, c'est dans le public. Même si notre projet pour l'école, ce n'est pas non plus les lycées d'élite ultra sélectifs, mais ça veut dire que les lycées publics sont encore de meilleure qualité que le privé. Ça, c'est symptomatique. Et là, il y a un exemple que je prends très souvent, c'était en 2004. J'étais en collège et j'avais un élève, en 4e, en principal, qui venait d'une école privée d'à côté. Il redoublait la 4e. En début d'année, il y a des mauvaises notes. Et il commence à dire, ici c'est nul, là-bas j'avais des bonnes notes. Je voyais qu'il faisait des efforts. Ce n'est pas le gars qui rendait feuille blanche. Il faisait des efforts, mais il faisait du contresens, il répondait à tort et à travers, c'était pas structuré. Bon. Vers le milieu de l'année, il y a les journées portes ouvertes dans l'établissement où il était avant, privé. J'habitais à 100 mètres. J'y vais incognito. Je suis reçu par des élèves qui me disent, oui, c'est bien, il y a des cursus. Bon, c'est quoi? Allez voir le CPE, il va vous expliquer. Je dis, alors c'est quoi les cursus? Ah ben oui, pour que les élèves soient mis en confiance, on fait 3 cursus, A, B, C. A, pour les bons élèves, c'est dur, mais ils ont des bonnes notes, ils sont bons. B, pour les élèves moyens, on fait des choses moyennement difficiles, ils ont des bonnes notes, ils sont moyens. C, des choses faciles, pour les élèves faibles, ils ont des bonnes notes. Je pose la question, mais pour le brevet, c'est quoi la moyenne aux épreuves écrites? Français, maths, histoire, géo. Ah, je sais pas, mais quasiment tous ont le brevet, oui, grâce au cours de continu. Mais c'est quoi la moyenne? Je pose 5 fois la question, je sais pas. Donc en fait, ils avaient le brevet, tous, grâce au cours de continu. 2 jours après, j'ai l'élève en question et je lui dis, Jonathan, tu resteras fin d'heure, il faut que je te parle. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Rien, rassure-toi.
à la fin, je dis, au fait, Jonathan, tu étais à Sainte-Marie l'an dernier. Oui. Tu avais des bonnes notes? Oui. Pourtant, tu as redoublé? Oui. En fait, ils ont redoublé. Hein. C'est eux qui avaient fait redoubler à Sainte-Marie. Hein. Oui. Je dis, au fait, tu faisais quel cursus? Voilà, mais monsieur, vous êtes allé vous renseigner? Ben oui. Le B, je crois. C'est pas le C plutôt? Ah, si, peut-être, oui. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut bien dire que malgré les contre-réformes, le public est encore de meilleure qualité. Moi j'insiste sur ça. Mais à force, le public est en train de craquer. Et c'est vrai que les moyens qui lui sont donnés sont insuffisants, alors que, on l'a vu, lors des suppressions de postes, sous le quinquennat de Sarkozy, Darcos, Châtel, le privé a été beaucoup moins touché par les suppressions en proportion. 2 fois moins. Le privé, c'est à peu près 10 à 18% des élèves. Ils n'ont contribué qu'à environ 8-9% des suppressions de postes. Donc vous voyez, c'est quand même symptomatique. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette complémentarité. Pour la scolarité jusqu'à 18 ans, moi, il y a une chose très importante par rapport à ça. Alors certains profs vont me dire, mais ça va pas, mais tu es fou. On a du mal à les garder jusqu'à 16 ans, tu veux les garder jusqu'à 18 ans. Mais justement, je pense qu'il y a plusieurs vertus à cela. L'argument qui est de dire les savoirs sont plus complexes, il faut plus de temps, c'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant. L'obligation crée également une autre obligation pour les pouvoirs publics de gratuité. Or, une partie de la scolarité au lycée, elle coûte cher. Là, s'il y a obligation, c'est gratuité aussi. Parce qu'on ne peut pas dire à des familles, c'est obligatoire, mais vous payez. Ça va ensemble. Mais surtout, la vertu de cela, c'est de désenclaver et de dédramatiser le choix d'orientation qui est fait en 3e, qui est très dur à faire. Ça permettrait, justement, puisque c'est obligatoire jusqu'à 18 ans, de moduler le choix d'orientation sur plusieurs années. Et croyez-moi, je suis certain qu'une partie des problèmes du collège, notamment par rapport à la discipline des élèves, serait résolue par rapport à ça. Car souvent, ce qui inquiète à la fois les familles et les élèves, c'est ce choix d'orientation. J'étais cours principal de 3e parfois, je me prenais parfois à dire n'importe quoi. Je disais aux élèves parfois, mais il faut cocher une case. Alors pour certains, ce n'est pas possible. Mais ça ne va pas rentrer sur l'ordinateur sinon. Et on était obligés. Il faudrait justement désenclaver ce choix d'orientation sur plusieurs années. Et ça serait bien mieux. Et ça permettrait aussi de faire plus facilement des passerelles entre les 3 voies générales, technologiques et professionnelles. Parce que là aussi, on parle d'un livre de... Je ne vais pas utiliser le mot revaloriser tellement il a été utilisé à mauvais escient, le secteur professionnel. En désenclavant cela, on peut y parvenir. Également, il faut une chose, que les premiers élèves qui vont dans la voie professionnelle ne soient plus les mauvais élèves dont on veut se débarrasser. On pourra faire tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas ça, c'est fini. Un bon élève en 3e qui veut aller dans la voie professionnelle, il ne faut pas lui dire, mais tu mérites mieux, va dans la voie générale. S'il a un projet, là aussi, on voit toute l'importance de la conjoncture économique sur l'école. Dans les années 98-2000, quand il y avait la croissance, on avait un problème dans les lycées professionnels du secteur. C'est que beaucoup de chefs d'entreprise débauchaient les élèves dans la 4e année avant qu'ils passent le bac pour leur offrir un travail. Donc, très bien. Bon, il faut attendre qu'ils passent le diplôme. Mais ça montrait bien que c'était une voie de réussite et de valorisation. Et que ce n'était pas un garage, une voie de garage. Donc, c'est pour ça que la conjoncture économique, elle joue. Comme je disais tout à l'heure, si les emplois sont toujours précaires et mal payés dans la voie professionnelle, on pourra faire beaucoup de choses, ça sera très dur. C'est pour ça que l'école ne peut pas tout. Que ce soit le projet de société qui doit être d'abord défini. Donc sur cette orientation, effectivement, c'est crucial. Et elle est trop souvent négligée. Là aussi, une partie de l'orientation est externalisée de plus en plus, avec notamment la régionalisation. C'est comme un paradoxe. Quand c'est national, il y a plus de conseillers d'orientation psychologue dans les établissements. On régionalise, il y en a moins. Pourtant,
Si on régionalise, l'argument c'est de dire qu'il faut de la proximité. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Un exemple que je prends également très souvent qui montre comment on gère les élèves. Il y a 15 ans, pile, pendant 14 ans, pile, la principale de mon collège, dans lequel j'étais à l'époque, m'a montré des documents que je n'aurais pas dû voir. C'était l'inspection académique de Bordeaux qui disait, cette année, en 98, il faudra valoriser l'orientation en voie professionnelle. C'est bizarre ça. Pourquoi? Parce que l'année d'avant, 97-98, il y avait eu un taux de redoublement dans l'Académie de Bordeaux trop élevé. Alors quand je dis trop élevé, c'est 2-3% de plus que la moyenne autorisée. Donc, ça veut dire un élève par classe. Et que donc, il faisait le calcul que ces élèves qui ont redoublé, c'est eux qui seraient allés dans la voie professionnelle, et donc ils n'y seraient pas. Et donc, pour ne pas faire dépérir l'enseignement professionnel, il faudrait valoriser dans la voie professionnelle. Mais juste après, il était marqué, par contre, 2 ans après, il faudra valoriser l'orientation dans la voie générale. Pourquoi? Parce que dans 2 ans, il y aurait un double afflux d'élèves pour aller dans la voie professionnelle. Le contingent habituel qui n'a jamais redoublé, parce que là, on allait faire baisser les taux de redoublement, et le contingent des élèves qui avaient redoublé 2 ans auparavant, qui cette fois-ci sera un 3e. Et donc, s'il y a trop d'élèves dans la voie professionnelle, il faudrait ouvrir des classes, peut-être, et après, quand on ouvre les classes, il faut les fermer, 1 an ou 2 ans après, pour faire des économies. Donc, on disait, par contre, dans 2 ans, il ne faut pas trop qu'il y en ait des élèves qui demandent la voie professionnelle. Il faut valoriser la voie générale, avec bien sûr toujours des arguments lyriques. Oui, pour la première année, la voie professionnelle a une égale dignité à celle des autres voies, il ne faut pas faire de discrimination, pas de stigmatisation, etc. Puis 2 ans après, on disait, oui, la voie générale, c'est avant tout des savoirs généraux qui permettent de s'élever dans la connaissance, de s'ouvrir davantage de portes. Voilà. Tout ça, c'est du pipeau. C'est qu'en fait, on gère les élèves comme un stock de marchandises qu'il faut écouler au moindre coût. C'est uniquement cela. Là aussi, parmi les propositions que nous faisons, par rapport au collège unique, il faut une diversification à l'intérieur du collège unique. Parce qu'il y a une phrase de René Haby, qui est le ministre de droite, qui a mis en place le collège unique en 1975-1977. En 2002, pour les 25 ans du collège unique, il y avait une interview dans Le Monde, et une phrase était très bien. Il disait en fait, le collège unique, c'est une idée de gauche, mise en place par un gouvernement de droite, approfondie par un gouvernement de gauche, et qui est devenue une réalité de droite, car injuste, inégalitaire et violente. Il était pourtant de droite. Et c'est pas faux ça. Parce qu'en fait, le contresens que la gauche au pouvoir a fait, c'est de dire qu'il n'y avait plus de diversification dans le collège. Par exemple, il y a une chose qui était, à mon sens, très bien, c'était les classes de techno, 4e, 3e techno, dans le collège. Là, par contre, il faut que ce soit très clair. Il faut aussi que les profs jouent le jeu. Parce que combien de profs à qui j'ai dû dire, mais c'est pas possible ça, qui disaient, un tel, il est pénible au niveau comportement, c'est serait bien qu'il aille en 4e techno. Comme ça, je n'aurai pas les techno et donc je serai tranquille en 4e et en 3e. Non, on y va parce qu'on a un projet un peu avancé, qu'on veut découvrir des nouveaux savoirs. Ça, c'est très important. Et à la place de ça, de ces structures de diversification à l'intérieur du collège, on a mis en place quoi? 2 choses. Une diversification factice, qui est du pipeau, style IDD, je ne sais pas si vous connaissez, les itinéraires de découverte qui n'ont rien diversifié du tout, qui ont été un moyen de faire baisser les horaires des matières comme maths, français, histoire, géo. C'est tout. Et on a fait une diversification d'exclusion. C'est-à-dire, on a dit aux élèves, vous n'avez plus votre place dans le collège unique, apprentissage à 14 ans. Villepin voulait faire ça. Où on dit, eh bien, partez dans la voie professionnelle, dans les maisons familiales rurales. Maisons familiales rurales qui sont privées. Et justement, là, il y a une parenthèse que je veux faire. L'enseignement professionnel est souvent à l'avant-garde de l'attaque libérale, mais il y a aussi un autre enseignement qui a été le laboratoire, c'est l'enseignement agricole. Il a été souvent le laboratoire, justement, de la marchandisation
de la gestion libérale. C'est eux qui, par exemple, les premiers ont expérimenté le président du conseil d'administration d'un lycée agricole pouvait être un élu, pouvait être un chef d'entreprise, et pas le proviseur, qui pourtant est le représentant de l'État et de l'intérêt général. Donc c'est pour ça, effectivement, que il y a cette volonté de faire en sorte que la plupart des mesures que nous portons aient du sens, un sens justement global, systémique. Parce que beaucoup de mesures ont été détournées de leur sens initial. Je prends un exemple très précis. Parfois, il y a eu des contresens syndicaux, et j'en termine sur ça. Il y avait avant ce qu'on appelle les TZR, titulaires, ce genre de remplacement, qui étaient des profs titulaires, formés, mais qui en début d'année n'avaient pas de poste devant les élèves, qui faisaient des remplacements. Parfois les syndicats ont dit ben, c'est scandaleux, on ne les met pas devant des classes alors qu'ils sont formés pour ça, c'est scandaleux. Très bien. Sauf que si on les met tous devant des classes, quand les profs sont absents, qu'est-ce qu'on fait? On a recours aux vacataires. Si on veut que toute l'année, il y ait des profs titulaires formés, désignés pour cela, devant les élèves, il faut peut-être qu'à un moment donné, il y ait ces TZR. Alors après, il faut leur donner des compensations. C'était parfois le cas, avec des points en plus pour la mutation. Ça pouvait être une compensation. Certains d'ailleurs faisaient ce choix-là, en disant je suis muté dans le Nord, je fais 5 ans de TZR dans le Nord et je reviens facilement dans mon académie d'origine, plus vite que ceux qui vont rester 8 ou 10 ans. Ça pouvait être un calcul. Donc c'est pour ça que s'il n'y a pas de vision globale et systémique, une réforme peut être justement détournée de son sens originel. C'est pour ça qu'effectivement, le projet que nous portons, l'école du peuple pour l'égalité et l'émancipation, on aurait pu aussi titrer ce livre. L'école n'est pas un marché, ni une marchandise, ni une entreprise. Aujourd'hui, on a bien peur que ça en prenne le chemin. Parce que tout se marchandise. Tout veut être géré de manière managériale. Et on veut que la concurrence soit le ciment de la responsabilité de chacun des acteurs du système éducatif. Ce n'est pas justement le projet du parti de gauche. L'école que nous voulons, c'est celle du peuple, qui va faire de l'égalité une réalité et de l'émancipation une autre réalité, parce que le but de l'école, il est triple, et j'en termine sur ça, c'est instruire ou éduquer, c'est qualifier et émanciper, construire le citoyen, l'homme et le travailleur. Une formule que nous utilisons très souvent, c'est celle de Condorcet, qui disait « Le rôle de l'école, c'est de former des citoyens qui ne s'en laissent pas compter, parce qu'ils ont appris l'esprit critique, mais qui entendent qu'on leur rende des comptes. » Ça s'appelle la révolution citoyenne. J'en termine sur ça. Merci.